Quand même pas énormément, personne ne s'en aperçoit, mais le jeu change. C'est un dimanche soir de mai 2026. Paris ne tremble pas, le ciel ne tombe pas. Et pourtant, une page monumentale de notre histoire collective vient de se tourner, dans une discrétion presque irréelle. Vous savez, ce genre de silence qui pèse plus lourd qu'un cri. À 97 ans, Claire Maurier a tiré sa dernière révérence. L'information est tombée comme un couperet psychologique, sèche, brutal, mais enveloppé d'une dignité rare. C'est lui, Jean Renaud Garcia, son complice de toujours, son roc, son époux, qui a pris la parole. Par un communiqué transmis à l'AFP, il a simplement annoncé que la flamme s'était éteinte. Pas de détails médicaux, pas de mise en scène macabre, juste l'élégance d'un homme qui protège, une dernière fois, le mystère de la femme qu'il a aimée. Avez-vous seulement conscience de ce que nous venons de perdre ? Pour vous qui avez peut-être découvert le cinéma dans l'obscurité des salles des années 60, Claire Maurier n'était pas une simple actrice. Elle était un regard d'acier capable de vous glacer le sang ou de vous réchauffer l'âme en une fraction de seconde. Elle a traversé près d'un siècle, de l'occupation à l'ère numérique, sans jamais perdre cette aura d'énigme qui la caractérisait. Pourquoi une telle discrétion ? Pourquoi cette icône qui a tourné avec les plus grands, de Truffaut à Jeunet, a-t-elle choisi de s'effacer ainsi, loin des projecteurs de la place de l'Étoile ? La réponse se cache peut-être dans sa philosophie de vie. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais aujourd'hui, le cache-cache est terminé, le rideau est tombé, et derrière lui, il reste une carrière vertigineuse que beaucoup d'entre nous ont oubliée, ou pire, cru connaître seulement par bribes. Elle était la mère indigne, la patronne de café mélancolique, la bourgeoise déchue. Elle a accepté d'être détestée pour être mieux comprise. Elle a défié la morale de la France d'après-guerre avec une audace que peu d'actrices oseraient aujourd'hui. Elle ne cherchait pas votre amour, elle cherchait votre vérité. Et c'est précisément cette quête qui l'a menée, un jour de 1959, sur le tapis rouge de Cannes pour un film qui allait changer le monde. Regardez bien cette silhouette qui s'éloigne dans la brume de l'histoire. Elle emporte avec elle les secrets de la nouvelle vague, les murmures des coulisses du Cours Simon et les souvenirs de cette télévision en noir et blanc qui illuminait vos soirées d'enfance. Mais avant d'atteindre la sérénité de ses vieux jours à Collonges, elle a dû affronter un séisme, un scandale qui aurait pu briser sa carrière dès ses débuts. Car avant d'être la Suzanne d'Amélie Poulain, elle fut celle qui a osé gifler l'innocence de toute une nation. Souvenez-vous, tout a commencé par une trahison, un regard d'enfant et un secret de famille trop lourd à porter. Nous allons maintenant plonger dans le premier grand choc de sa vie, là où le mythe s'est forgé dans la douleur et l'audace. Imaginez la France de 1959, une France encore engoncée dans ses certitudes morales, où la figure de la mère est un sanctuaire intouchable, baigné de sacrifices et de douceur. Et puis au milieu de ce calme plat, survient un séisme nommé François Truffaut. Mais pour que ce séisme devienne une légende, il lui fallait un visage capable d'incarner la trahison sans dire un mot. Ce visage, ce fut celui de Claire Maurier. Quand elle accepte le rôle de Gilberte Douanel dans Les 400 coups, Claire ne sait pas encore qu'elle s'apprête à commettre un sacrilège aux yeux de toute une nation. Elle a 30 ans, elle est d'une beauté tranchante, moderne, presque insolente. Truffaut, ce jeune loup de la critique qui passe derrière la caméra, ne veut pas d'une actrice de composition. Il veut une femme qui existe, qui vibre, qui s'échappe. Le choc est brutal. À l'écran, Antoine Douanel, ce gamin à la dérive, surprend sa mère dans une rue de Paris, enlaçant un inconnu. Ce n'est pas seulement un adultère, c'est la chute d'une idole. Claire Maurier n'essaie pas de rendre son personnage sympathique. Elle ne cherche pas d'excuses dans les larmes ou les remords. Elle joue Gilberte avec une vérité déconcertante, celle d'une femme qui étouffe dans son foyer, qui cherche un peu d'air, un peu d'amour ailleurs, quitte à oublier l'enfant qui la regarde. À Cannes, lors de la projection, l'onde de choc est immédiate. Le public est pétrifié. Comment a-t-on osé montrer une mère française aussi humaine, aussi imparfaite ? La critique s'enflamme, le film décroche le prix de la mise en scène, mais pour Claire, le prix à payer est d'une autre nature. Pendant des années, elle restera pour beaucoup celle qui a fait pleurer Antoine. Elle devient, malgré elle, le premier visage de cette nouvelle vague qui brise les codes du cinéma de papa.
Mais quelle force intérieure a-t-il fallu à cette jeune actrice pour ne pas s'effondrer sous le poids de ce rôle? Pour ne pas avoir peur d'être détestée par des millions de mères de famille qui voyaient en elle leur propre reflet inavouable? Elle dira plus tard, avec cette pointe d'ironie qui ne la quittait jamais: « Je n'ai pas joué une mauvaise mère, j'ai joué une femme libre. Et la liberté, en 1959, c'était le plus grand des péchés. » Ce rôle de Gilberte Douanel a agi comme une cage dorée. Il a révélé son génie, mais il a aussi figé son image dans une forme de dureté sophistiquée. Claire Maurier venait de prouver qu'elle n'avait pas besoin de cris pour dominer l'écran. Un simple haussement de sourcils, une cigarette fumée avec une nonchalance glaciale, et elle transformait un drame domestique en un traité de sociologie. Pourtant, cette image de femme de fer n'était qu'un masque. Car loin des caméras de Truffaut, Claire commençait à construire un autre univers, plus secret, plus intime. Elle s'apprêtait à quitter le noir et blanc du cinéma d'auteur pour entrer dans la couleur des foyers français par une porte dérobée, celle de cette petite lucarne qui commençait à briller dans chaque salon. Elle allait passer du statut d'icône scandaleuse à celui de compagne de vos soirées, sans jamais perdre ce mystère qui allait bientôt lui ouvrir les portes de la plus haute distinction du théâtre français. Le scandale de 1959 n'était que le prélude, car dans l'ombre des studios de télévision, Claire s'apprêtait à devenir bien plus qu'une actrice. Elle allait devenir votre souvenir le plus fidèle. Nous sommes au milieu des années 60. La télévision n'est pas encore cet écran plat et froid. Elle est un meuble sacré autour duquel les familles se réunissent. Et soudain elle apparaît, encore elle. Mais ce n'est plus la femme fatale qui brisait le cœur d'Antoine Doinel. C'est une présence, presque une amie. Pour vous qui aviez 10 ou 20 ans à l'époque, Claire Maurier est devenue le fantôme de la lucarne. Alors que beaucoup de stars de cinéma méprisaient la télévision, la considérant comme un sous-art pour les masses, Claire a compris l'essentiel. Pour marquer l'histoire, il ne suffisait pas de briller sur un écran géant une fois par an. Il fallait entrer chez les gens, faire partie de leur café du matin, de leur discussion du dimanche. En 1966, la France découvre Vive la vie. C'est plus qu'une série, c'est un rendez-vous national. Claire y apporte une élégance et une ironie mordante qui devient sa signature. Elle n'est plus la mère indigne du scandale Truffaut. Elle devient une figure de proue de cette France qui se modernise. Mais attention, sous ces airs de femme du monde, il y avait toujours ce feu intérieur, cette petite étincelle de rébellion qui refusait de s'éteindre. C'est là le grand paradoxe de sa vie. D'un côté, l'égérie des cinéphiles exigeants. De l'autre, la comédienne populaire que l'on reconnaît à la boulangerie. Claire Maurier a réussi l'impossible, être à la fois inaccessible et familière. Elle était cette tante sophistiquée qu'on admire, ou cette voisine mystérieuse dont on aimerait percer le secret. Pourquoi ce choix? Était-ce par besoin de sécurité? Ou une volonté farouche de ne jamais appartenir à une seule chapelle? Elle fuyait les étiquettes. « Je ne veux pas être une actrice de musée », disait-elle. Elle voulait être dans le mouvement, dans le présent. Et le présent vibrait dans la lucarne. Pourtant, cette omniprésence aurait pu la perdre. Mais Claire possédait un bouclier, son silence. Entre deux tournages, elle disparaissait vers ses jardins secrets, protégeant sa vie privée avec la férocité d'une lionne. C'est ce qui l'a sauvée. Elle nous donnait son talent, mais elle gardait son âme. Elle a vieilli avec vous, avec cette grâce de ceux qui acceptent le temps sans s'y soumettre. Elle a traversé les époques sans jamais perdre sa boussole. Mais alors qu'on la croyait installée dans ce confort populaire, Claire allait s'offrir un retour fracassant. Elle allait prouver au cinéma qu'elle était restée une prédatrice de l'émotion, prête à décrocher enfin ce qui lui manquait, le sceau de l'excellence qu'on appelle un César. La petite lucarne l'avait rendue célèbre, mais c'est une plongée dans la noirceur humaine qui allait faire d'elle une immortelle du 7e art. Les années passent, les modes s'effacent, mais le regard de Claire Maurier, lui, ne perd jamais de sa précision chirurgicale. Dans les années 80, alors que le cinéma français délaisse parfois l'artifice pour une vérité plus brute, plus organique, un maître de la fragilité humaine l'attend au tournant. Claude Sautet. En 1980, il lui offre le rôle de Madeleine dans Un mauvais fils. C'est une métamorphose,
Claire n'est plus seulement l'élégance lointaine ou la star de la lucarne. Elle devient une actrice de chair, de silence et de regrets enfouis. Elle y est bouleversante de retenue, capable d'exprimer toute la détresse d'une femme en un simple mouvement de voile. La profession qu'il avait parfois rangée dans la case télévision populaire est foudroyée. En 1981, elle décroche une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle. C'est le sceau de l'excellence, la preuve par l'image qu'elle possède une palette d'émotions d'une profondeur abyssale. Mais le véritable chef-d'œuvre de sa maturité, celui qui va graver son nom dans le marbre de vos mémoires, se prépare dans la pénombre des coulisses de théâtre. Nous sommes en 1994. Une pièce s'apprête à dynamiter les codes de la comédie dramatique, un air de famille. Écrite par le duo de génie Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, cette œuvre dissèque la névrose familiale avec une cruauté jubilatoire. Et pour incarner la matriarche, celle qui distribue les piques, comme d'autres distribuent des bonbons, il n'y avait qu'elle. Sur scène, Claire Morier est impériale. Elle incarne cette mère que nous avons tous, un jour, croisée ou redoutée. Celle qui préfère l'ordre au sentiment, celle qui étouffe ses proches sous un vernis de politesse glaciale. Sa performance est si magistrale qu'elle est nommée aux Molières en 1995. Lorsque le film sort en 1996, le public français retrouve avec un plaisir masochiste cette femme à la repartie dévastatrice. Claire ne joue pas la méchanceté, elle joue la conviction. Elle nous renvoie à nos propres repas de famille, à ces non-dits qui finissent par exploser entre le fromage et le dessert. Elle disait souvent « Interpréter une femme complexe, ce n'est pas chercher à être aimé, c'est chercher à être juste. Si le public a peur de moi, c'est que j'ai touché une vérité qu'il voulait cacher. » Cette exigence intellectuelle a fait d'elle la méchante la plus respectée de France. Elle a transformé l'amertume en un art de vivre, prouvant que la vieillesse au cinéma pouvait être une arme de destruction massive de l'hypocrisie. Pourtant, après avoir atteint ce sommet de dureté et d'ironie, Claire Morier allait nous surprendre une fois de plus. Alors qu'on l'imaginait condamnée à jouer les mères de fer jusqu'au bout, elle allait s'offrir une rédemption inattendue. Elle allait quitter la grisaille des névroses bourgeoises pour les couleurs saturées d'un Montmartre de contes de fées. Elle allait troquer son armure de glace pour un tablier de barman et une humanité à fleur de peau. C'était l'heure de la rencontre avec un destin fabuleux. Un destin qui allait faire d'elle l'icône de toute une nouvelle génération. La reine de la tragédie familiale s'apprêtait à devenir la gardienne des rêves de Paris, dans un café dont vous connaissez tout le nom. 20 ans après son César, alors que le nouveau millénaire pointe son nez, on aurait pu croire que Claire Morier allait s'installer dans une retraite dorée, entourée de ses souvenirs. C'était mal la connaître. En 2001, un magicien de l'image nommé Jean-Pierre Jeunet frappe à sa porte, il lui propose un voyage dans un Paris réinventé, un Paris de cartes postales aux couleurs d'ambre et de menthe. Allô, ce voyage, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et là, le choc est total. Oubliez la mer glaciale d'un air de famille. Oubliez la trahison des 400 coups. Claire Morier apparaît sous les traits de Suzanne, la patronne du café Les Deux Moulins. Elle est là, derrière son comptoir boitillante, un vestige de son passé d'écuyère de cirque, avec un regard d'une douceur infinie. Pour vous qui l'avez suivie depuis ses débuts, c'est une épiphanie. C'est comme si, après 40 ans passés à jouer les épines, elle nous offrait enfin la rose. Suzanne, c'est l'âme de Montmartre. C'est cette femme qui a tout vu, tout entendu, et qui a décidé que la seule chose qui vaille la peine, c'est la bienveillance. Dans ce film qui récolte 5 nominations aux Oscars et devient un phénomène planétaire, Claire Morier n'est pas une star de passage. Elle est l'encre émotionnelle du récit. Elle écoute les névroses des uns et les amours déçus des autres avec une patience de sainte, un petit sourire en coin qui semble dire « Je sais, j'ai été là moi aussi ». Ce rôle de Suzanne, c'est sa grande rédemption. C'est le moment où la mère la plus détestée de France devient la figure protectrice que tout le monde rêve d'avoir dans son quartier. Elle a réussi ce tour de force, transformer ses rides en chemin de sagesse et sa voix autrefois tranchante en un murmure réconfortant. Les jeunes générations découvrent son visage, tandis que vous retrouvez une vieille amie qui a enfin trouvé la paix.
Elle disait avec une émotion rare lors de la sortie du film: « Suzanne, c'est la partie de moi que j'ai cachée pendant 50 ans, c'est mon jardin secret qui s'est enfin ouvert au public. » Ce succès mondial ne lui fait pas tourner la tête, bien au contraire. Elle savoure cette reconnaissance tardive avec la distance de celle qui sait que la célébrité est éphémère, mais que l'émotion reste. Mais alors que le monde entier veut s'asseoir à son comptoir pour lui raconter ses peines, Claire Morier va prendre une décision radicale. Elle va s'éloigner une dernière fois du tumulte de la capitale. Elle va quitter les projecteurs pour retrouver l'essentiel, loin des caméras et de l'agitation des tapis rouges. Elle s'apprête à entamer son ultime chapitre, celui de la sérénité absolue, dans un havre de paix que peu de gens connaissent. Le café de Montmartre a fermé ses portes, et c'est dans le silence d'un jardin secret que nous allons retrouver Claire pour comprendre enfin qui elle était vraiment derrière le masque de l'actrice. Après l'effervescence mondiale d'Amélie Poulain, Claire Morier aurait pu devenir une proie pour les tabloïds, mais elle a choisi une autre voie, une voie pavée de discrétion et de dignité. Elle s'est retirée dans son refuge de Collonges, loin du tumulte de la place de l'Étoile. C'est ici, entre les murs de pierre et le soleil du sud, qu'elle a vécu ses plus belles années, protégée par l'amour indéfectible de son mari, Jean-Renaud Garcia. Leur union n'était pas un spectacle pour les magazines. C'était un pacte entre deux aides de théâtre qui savaient que la vraie vie commence là où les projecteurs s'éteignent. Ensemble, ils ont partagé les planches, comme dans Le Capitaine Fracasse, mais ils ont surtout partagé le silence. Claire Morier n'était pas une femme de réseaux sociaux ou de tapis rouges inutiles. Elle appliquait à la lettre son credo. Pour vivre heureux, vivons cachés. Elle nous a tout donné de son talent, mais elle a gardé son mystère intact jusqu'au bout. Puis, ce dimanche 3 mai 2026 est arrivé. À 97 ans, après avoir traversé presque un siècle de révolution artistique, son cœur a cessé de battre. L'annonce faite par Jean-Renaud Garcia n'était pas un adieu tragique, mais le point final d'une œuvre magistrale. Elle n'est pas partie dans le fracas, elle s'est éclipsée, comme on quitte une scène après un rappel triomphal en laissant le public sur sa faim. Regardez le chemin parcouru. De la mère scandaleuse de Truffaut à la patronne bienveillante de Jeunet, elle a été le miroir de nos propres contradictions. Elle a osé être la méchante pour nous forcer à regarder notre propre vérité en face. Elle a été la mère indigne pour nous apprendre peut-être à être de meilleurs enfants. Claire Morier n'était pas seulement une actrice. Elle était une boussole morale cachée sous un vernis d'ironie. Aujourd'hui, alors que les images de ces films défilent une dernière fois dans nos esprits, une question s'impose. Dans ce monde moderne, où tout le monde cherche la lumière à tout prix, la véritable élégance ne résidait-elle pas dans sa capacité à rester dans l'ombre tout en brillant si fort à l'écran ? Claire Morier emporte avec elle une certaine idée du cinéma français. Exigeant, libre et terriblement humain. Elle ne nous demande pas de pleurer, elle nous demande de nous souvenir. Quelle image garderez-vous de cette immense dame ? Était-elle pour vous la Gilberte révoltée de 1959, la mère cinglante d'un air de famille, ou la douce Suzanne de Montmartre ? Dites-le moi en commentaire, partagez vos souvenirs et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous continuions ensemble à faire vivre la mémoire de ceux qui ont fait battre nos cœurs. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À bientôt pour une nouvelle page d'histoire.